Bien, bonsoir à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Valérie Burté-Saramegna, je suis maître de conférence à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en biochimie et biologie moléculaire. Et ce soir, je vais vous parler sur un sujet un peu particulier, des plantes et des hommes, ou comment la biodiversité est capable de fournir des services à l'être humain, services écosystémiques. Je tiens à dire que Silver a essayé plusieurs fois d'enlever ce dernier mot de mon titre, mais j'ai maintenu, hein, j'ai été très forte. Alors, la biodiversité d'abord, c'est quoi? C'est un terme un petit peu qu'on entend, on ne sait pas toujours forcément ce que c'est. Donc biodiversité ou diversité biologique, c'est donc la diversité des espèces vivantes qui habitent dans un certain type d'environnement. L'environnement, ce qu'on appelle en science le biotope, c'est tout ce qui est constituant non vivant de l'écosystème. Et donc, dans ces constituants non vivants, on va trouver les roches, l'eau, l'air, etc. Et donc, l'ensemble des êtres vivants qui vivent dans un milieu particulier, c'est ce qu'on appelle, nous, en science ici, un écosystème. Et selon le type d'être vivant et selon le type de milieu et d'environnement, on va trouver des écosystèmes qui vont être aquatiques, ça c'est quand le biotope est couvert d'eau, mais après vous verrez que dans les écosystèmes aquatiques, il y a des écosystèmes marins, et là encore il y en a plusieurs, récifaux, etc., ou des écosystèmes aquatiques d'eau douce. Il y a des écosystèmes terrestres, donc là c'est le biotope non couvert d'eau, et là j'ai mis un exemple d'écosystème de maquis minier, assez célèbre en Calédonie, mais c'est pareil, au niveau des écosystèmes terrestres, on en trouve des tas et des tas de types différents. Et puis il y a des écosystèmes d'interface, par exemple, célèbre aussi en Calédonie, hein, on a vu qu'il y a des collégiens qui vont venir présenter des travaux sur les crabes, hein, par exemple la mangrove. Et ces écosystèmes nous rendent des tas et des tas de services. Alors ce sont ça, les fameux services écosystémiques, ou services rendus par les écosystèmes à l'homme. Alors ces services écosystémiques, c'est un nom un peu compliqué, mais en fait, sans le savoir, tous les jours, surtout ici en Calédonie, la nature nous rend des services. Voilà les deux plus célèbres, je pense. Ok, coup de chasse, coup de pêche. Ça, en science, c'est un service écosystémique qui s'appelle service de prélèvement. Prélèvement qui nous sert, hein, bien sûr, à avoir accès à une ressource naturelle de type alimentaire. Alors ça, c'est gratuit, c'est super. J'aurais dû mettre les crabes, hein, je suis désolée. C'est gratuit, c'est super, mais ce n'est pas négligeable d'un point de vue économique et d'un point de vue planétaire. Par exemple, concernant la pêche, 10 à 12% de personnes dans le monde dépendent de la pêche pour vivre. Et puis, il y a d'autres services écosystémiques, un peu plus compliqués, mais certains sont assez célèbres. Par exemple, la pollinisation. Par les insectes, on vous dit qu'il faut protéger les abeilles. Oui, c'est important de protéger les abeilles. Si vous ne le saviez pas, une bouchée sur 3 des aliments qu'on met dans notre bouche, nous les humains, dépendent directement de la pollinisation. Autre type de système de services rendus par les écosystèmes, le traitement des sols par un certain nombre d'insectes, par exemple les détritivores, qui vont traiter la matière organique dans ces sols sans qu'on s'en rende compte. En plus, c'est des insectes souvent qui sont un peu moches, on les voit, on les écrase. C'est pas bien d'écraser ces insectes-là, hein, figurez-vous. Ils sont tellement indispensables à la qualité des sols que lorsqu'ils disparaissent, on perd par exemple la capacité, les propriétés de ce sol et la capacité des graines à germer. Très important d'un point de vue agricultural. Et puis, il y a d'autres écosystèmes, par exemple des petits écosystèmes comme ça d'eau douce qui ont l'air un peu sales, pas terribles, mais qui finalement, entre les plantes et les différentes espèces animales qui y vivent, vont être de véritables stations d'épuration, de traitement des eaux, des puits de carbone et des sources de gibier utiles à l'homme. Donc globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ces écosystèmes nous rendent des tas de services, tellement de services qu'on peut les classer. Et d'un point de vue économique, c'est absolument pas négligeable. Tout ça a une valeur pour l'homme, donc pour le monde. On peut les ranger. Tout cela se fait de manière spontanée, on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis aussi, on peut trouver dans la nature, dans la biodiversité, des molécules qu'on peut utiliser comme des médicaments. Et là, il faut un peu de science pour aller les chercher, par exemple. Donc il y a, en raison de nombreux services que la biodiversité et les écosystèmes nous rendent,
un devoir de préserver cette biodiversité et les services qu'elle nous fournit. Alors justement, c'est dans cette perspective qu'un certain nombre de chercheurs du consortium de recherche d'enseignement supérieur d'innovation calédonien, le CRESICA, en partenariat avec les institutions publiques, c'est justement pour étudier cette biodiversité que nous avons conçu un certain nombre de programmes de recherche dans la perspective de mieux la connaître, mieux la comprendre, pour pouvoir mieux la préserver, et pourquoi pas pour pouvoir mieux l'utiliser, en tirer des bénéfices nouveaux, des nouvelles molécules par exemple. Et ça, c'est d'autant plus important en Nouvelle-Calédonie que, comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie, c'est ce qu'on appelle un hotspot de la biodiversité mondiale, un point chaud. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme caractéristique à une région du monde pour être un hotspot de la biodiversité mondiale? Il en faut 3 des caractéristiques. Il faut que ce soit un endroit qui présente une concentration d'espèces très élevée, au-delà de 1500 par exemple, sur une zone biogéographique dédiée, restreinte, et qu'en plus, ces écosystèmes localisés soient menacés. Et comme on va le voir, la Nouvelle-Calédonie remplit ces 3 conditions. Effectivement, comme nous y reviendrons dans la table ronde à laquelle je vous invite à 19h, en Nouvelle-Calédonie, tant au niveau marin que terrestre, nous avons une biodiversité exceptionnelle. Je ne vais pas revenir ici sur tous les chiffres du milieu marin, mais vous savez par exemple qu'elle est tellement exceptionnelle qu'une partie de notre barrière de corail et l'écosystème qu'elle abrite a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au niveau terrestre, il y a certaines zones, certains écosystèmes où le taux d'endémicité, qui est globalement en Nouvelle-Calédonie pour les espèces végétales terrestres de 77% à peu près, sur certains écosystèmes, c'est le cas des écosystèmes miniers, 90% des espèces sont endémiques. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ça veut dire que chaque fois que vous allez faire une balade, par exemple, à Prony, dans la Terre Rouge, 9 fois sur 10, quand vous prélevez une feuille, elle ne pousse nulle part ailleurs dans le monde. Et dans cette biodiversité, tant terrestre que marine, figurez-vous qu'il y a un tas de choses qui ne se voient pas à l'œil nu. Et là, je parle de tout ce qui est microbiologique. Par exemple, si vous prélevez une cuillère de terre, vous aurez plus d'êtres vivants dans cette cuillère de terre, des bactéries, des champignons, des archées, qu'il n'y a d'êtres vivants humains sur la planète. Et enfin, pour finir, sachez que, bien que ces chiffres soient exceptionnels, on ne connaît pas encore toutes les espèces de Nouvelle-Calédonie, ni du monde. Il y en a encore beaucoup à découvrir. Par exemple, au niveau des espèces végétales terrestres, à peu près depuis une vingtaine d'années, il y en a une nouvelle décrite de chaque mois, comme vous le racontera mon collègue Gildas Gadblé dans sa conférence tout à l'heure. Donc, une biodiversité exceptionnelle sur une zone biogéographique restreinte, 19 100 km², et sur laquelle pèsent quelques menaces, il me semble, dont on ne va citer que les principales. Alors, quel type de menaces pèse sur la biodiversité néo-calédonienne? Quelque chose qui pèse sur l'ensemble de la planète, le changement climatique, souligné fortement par la plateforme intergouvernementale l'année dernière. L'urbanisation, quand on prévoit des programmes de développement urbain, il faut bien savoir sur quel type d'écosystème on les construit. Par exemple, la forêt sclérophile, il faut éviter d'y toucher, il n'y a plus que 2% de sa surface originelle qui sont présentes en Nouvelle-Calédonie actuellement. L'exploitation, la pêche ou l'exploitation de type industriel, et particulièrement en Nouvelle-Calédonie, effectivement, l'industrie minière. Les feux, et mon collègue Bruno Fogliani, dans la table ronde, vous dira que c'est probablement la plus importante des menaces qui pèsent actuellement sur la biodiversité terrestre néo-calédonienne. Les espèces invasives, alors j'ai mis ici le cerf rusa, mais il y en a d'autres, les rats, les cochons. Et enfin, l'érosion. L'érosion, c'est quelque chose de très important en Calédonie parce que c'est multifacteur. Il y a des facteurs naturels à l'érosion, le vent, la pluie, et ça, cette année dans laquelle nous nous trouvons dans une situation La Niña avec donc beaucoup de précipitations, il va y avoir beaucoup de pluie et l'érosion va être particulièrement à surveiller cette année. L'érosion, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le fait que les milieux, lorsqu'ils sont par exemple exploités ou détruits, donc que les incendies les touchent, que les mines les touchent, qu'il y ait de l'urbanisation, trop d'agriculture, trop d'espèces invasives, les milieux initiaux sont détruits.
le couvert végétal disparaît. Or, ce couvert végétal, cette végétation, les racines tiennent la terre. Et donc, tout se retrouve entraîné de manière progressive avec le vent et la pluie dans les écosystèmes environnants, finissent même par arriver jusqu'au lagon, mais comme vous le voyez, l'impact ici, il est global. Et un problème majeur concernant ce phénomène d'érosion, ici en Nouvelle-Calédonie, ça concerne du coup la contamination de l'environnement, de ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon, des ETM, des éléments traces métalliques, donc du nickel, du cobalt, du chrome, etc., qui peuvent se retrouver ainsi dans une bonne partie de notre environnement. Et parmi les axes de recherche majeurs qui ont été développés ces dernières années au sein de notre laboratoire de recherche, ici à l'UNC, l'Institut des sciences exactes et appliquées, en collaboration avec nos partenaires du CRESICA, eh bien, nous avons décidé d'œuvrer vers la limitation de ces impacts des éléments traces métalliques dans les écosystèmes. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé des programmes de recherche dédiés à l'atteinte de ces objectifs. Exemple de programme de recherche actuellement mené dans ce cadre, mais il y en a d'autres, nous étudions la résistance d'un certain nombre de plantes au stress métallique. Et nous étudions aussi la résistance des plantes au stress salin, le sel dans les milieux. Pourquoi? Parce que le stress salin et les stress métalliques présentent des mécanismes un petit peu analogues chez les végétaux. Et donc, dans un cas, on utilise des plantes qui hyperaccumulent le nickel, je vais y venir dans une minute, et dans l'autre, des plantes qui sont capables de pousser en milieu extrêmement salé, à l'interface entre la terre et la mer. Et les questions qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que ces différents types de stress mettent en jeu des mécanismes moléculaires communs? Est-ce que ces différents types de stress mettent en jeu, au contraire, des mécanismes spécifiques? Et est-ce que ces plantes travaillent seules ou bien est-ce qu'elles sont accompagnées? Est-ce qu'on trouve dans leur environnement des micro-organismes, des bactéries ou des champignons, qui les aident à tolérer ces différents stress? Notre but, en essayant de comprendre tout ça, c'est d'un jour peut-être pouvoir utiliser ces plantes et leurs propriétés remarquables et ou les micro-organismes qui travaillent avec elles et leurs propriétés remarquables pour limiter les contaminations en éléments traces métalliques dans les environnements néo-calédoniens. Et donc, si on regarde un tout petit peu plus, je ne vais pas aller dans le détail, n'ayez pas peur, le comportement des végétaux, par exemple, qui poussent dans les zones riches en métaux, dans ces fameux maquis miniers, elles ont trois manières de travailler par rapport au métal. Ici, en jaune, les petites billes, là, c'est le métal dans le sol, par exemple le nickel. Soit ces plantes excluent complètement le métal, vous voyez, il n'y a rien qui rentre. Soit ces plantes le tolèrent, il y en a un petit peu qui rentre jusqu'à une certaine concentration. Soit au contraire, ces plantes vont l'extraire, elles vont le capter et le stocker dans leur partie aérienne à des concentrations qui sont complètement délirantes, qui feraient mourir n'importe quelle autre espèce végétale. Et donc, elles ont développé, ces plantes-là, des propriétés remarquables et particulières qui permettent de capter les métaux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on arrive à comprendre ça, on pourra peut-être planter ces plantes sur des zones contaminées par des métaux pour faire ce qu'on appelle de la phytoextraction, extraction des métaux polluants par les plantes, ou de la phytoremédiation, prélever les contaminants dans les sols. Et donc, quelles questions on se pose sur ces plantes? Eh bien, on se demande comment ça marche. Pour ça, on regarde ce qui se passe dans le sol autour des racines, dans les feuilles, et on se demande quels gènes s'expriment, quelles molécules sont là, quels sont les micro-organismes, bactéries et champignons qui travaillent et dans quel compartiment. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir l'atelier hyperaccumulateur qui est animé par Sarah Gigante, ingénieure de recherche à l'ISEA, et deux étudiants en master, Julie Dijoux, qui est venue d'Orléans, qui est coincée d'ici, mais qui est contente, et Cephas Rouma, qui est un étudiant de master 2 ici, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Les plantes halophytes, celles qui sont adaptées au sel, qu'est-ce qu'on fait avec ces plantes-là? On se pose exactement les mêmes questions. Comment elles résistent au sel? Quels gènes, quelles molécules, etc., quels micro-organismes. Et notre but, c'est d'utiliser, vous voyez, ces plantes pour les planter là, à cet endroit-là, peut-être un jour, pour qu'elles captent les métaux au passage et les empêchent d'arriver
jusqu'au lagon. On aimerait les utiliser comme un écran végétal entre la terre et la mer. Si vous voulez en savoir plus sur ces plantes halophytes, je vous engage à aller voir l'atelier Halophyte animé par 3 étudiantes en thèse à l'ISEA ou en codirection à l'ISEA, Pauline Bonaventure, Marie-Colette et Cassandre Certain, qui ont eu un bel article ce matin dans les nouvelles. Ça, c'est Pauline qui se casse la tête parce qu'on a un peu de mal en ce moment à les faire pousser. Et puis, à côté de ces 2 ateliers, qui sont 2 exemples de ce dont je vous ai parlé pour développer des programmes de recherche à forte capacité de transfert, de recherche appliquée, eh bien, il y aura d'autres programmes ce soir qui vont vous être présentés dans le cadre de cette fête de la science. Il y a un atelier sur les mangroves, animé par Sarah Robin, qui est en thèse à l'ISEA. C'est une autre plante halophyte, ça aussi. Un atelier sur l'érosion, proposé par nos collègues géologues, qui s'appelle Eau et paysage. Et puis, vous pouvez, si vous vous inscrivez, aller visiter le laboratoire au sein duquel toutes ces recherches sont menées, l'ISEA, parce que nous avons la grande chance d'avoir un très très beau bâtiment de recherche ici, le bâtiment Sigma, qui est juste au bout de l'Agora. Et dans ce bâtiment de Sigma, on a un tas de collègues là, qui vous attendent. Voilà, des physiciens ici, ça fait un peu Daft Punk qui mixe, mais pas du tout. Et qui vont vous montrer ici comment on peut faire des images, comment on peut séquencer des gènes, cultiver des bactéries. Par exemple, ça, ce sont 2 bactéries qu'on a isolées de plantes hyperaccumulatrices de nickel. Enfin, et pour finir cette introduction ce soir à la fête de la science, j'espère vous avoir convaincu que la biodiversité et la nature nous rendent de multiples services, de manière continue, sans qu'on s'en rende compte. Et qu'on peut encore en tirer profit, puisqu'il y a une grande partie de cette biodiversité qui nous reste à découvrir et à comprendre pour pouvoir le faire. Et pour cela, nous devons tout mettre en œuvre, nous les scientifiques, mais nous tous aussi en tant que citoyens, pour la préserver, la conserver, la protéger et mieux la connaître. Et maintenant que je vous ai raconté ce que la nature est capable de faire pour nous, je vous invite à venir assister à la table ronde qui aura lieu ici à 19 h avec 6 collègues scientifiques du CRESICA qui aura pour thème finalement qu'est-ce que la science, donc l'homme, peut faire pour la biodiversité. Donc voilà les intervenants de cette table ronde qui aura lieu tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention.